Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un avion français qui n'a certes pas brillé par son utilisation ou ses caractéristiques, mais qui a permis à l'armée de l'air française de lancer des projets d'amélioration pour rattraper le retard, même si cela fut quand même un échec. Je parle du D500. Alors pourquoi la France cherche à développer un nouvel avion au début des années 30 ? Eh bien simplement pour remplacer le Nieuport NID 622, qui était un avion de conception un peu trop ancienne et ne répondait clairement pas aux critères actuels en termes de caractéristiques d'avion de combat. Donc l'état-major lança un appel d'offres, qui avait les caractéristiques suivantes. Une vitesse d'au moins 350 km/h, une autonomie d'environ 600 km, et comme armement, au moins 2 mitrailleuses de 7,5 mm, un train d'atterrissage fixe et surtout un cockpit ouvert, car d'après les concepteurs du cahier des charges, cela favorise la visibilité du pilote. Alors oui, peut-être, mais en altitude il fait un peu froid, et en plus de ça, ça limite la protection du pilote. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Beaucoup de compagnies ont répondu à l'appel d'offres, sauf que peu d'avions étaient convaincants. Et celui qui fut choisi fut celui de la société d'Émile Dewatin, et c'est comme ça que le D500 a vu le jour. Alors maintenant qu'on a vu pourquoi notre armée a décidé de produire le D500, je vais faire une petite précision. Je vais vous parler du D500, mais aussi le 501, et aussi le D510. J'espère que ça vous convient, et en même temps, si ça vous convient pas, je vous laisse ouvrir un ticket de réclamation. Notre D500 fut produit à 400 exemplaires, toutes versions confondues, et pour tous les pays utilisateurs. Il fit son premier vol en 1932 et son dernier vol eut lieu au moment de la campagne de France. Enfin, plus ou moins. On va commencer avec la taille. Bien qu'il n'ait pas beaucoup évolué, on va parler des petites différences entre nos trois avions. Le D500 fait 7,74 m de long, 3,64 m de haut et 12 m d'envergure, pour un poids total d'1,7 tonne en ordre de combat. Le D501 est juste un peu moins long, car il mesure seulement 7,56 m de long et gagne une centaine de kilos. Et enfin, pour terminer, le D510, qui fait 12 m d'envergure, 7,94 m de long et 2,42 m de haut. Et lui aussi, il a pris du poids, car il monte à 1,9 tonne quasiment. Après, je vous expliquerai pourquoi justement il y a ces petites différences de poids. Le D500 pouvait voler à une vitesse max de 359 km/h, avec pour altitude max 11 000 mètres. D'ailleurs, le fait de pouvoir voler à cette altitude avec un cockpit ouvert était problématique, car les pilotes avaient plutôt froid. En même temps, est-ce qu'il y a besoin de le rappeler qu'à cette altitude, il fait vachement froid. Le D500 avait un moteur Hispano-Suiza 12 XBRS. Il s'agissait d'un V12 d'une puissance de 690 chevaux et il avait une autonomie de 700 km. Le D501 avait comme moteur un Hispano-Suiza 12 XCRS d'une puissance de 690 chevaux. Alors, pourquoi changer de moteur alors qu'il n'y a pas de différence flagrante ? Eh bien, en réalité, il y en a une qui est plutôt importante. C'est l'écartement entre les deux rangées de cylindres. Mais pourquoi est-ce important ? Eh bien, je vais vous répondre, mais pas maintenant. Et pour finir sur la motorisation, on va parler celle du D510. Là, il s'agit du 12YCRS, qui lui gagne un peu en puissance, car son moteur possède une puissance de 860 chevaux. Cette puissance lui permettait d'avoir une vitesse un peu plus intéressante, de 410 km/h. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué avec les différentes images que j'ai mis du D500, du D510, mais l'hélice n'est pas tout à fait identique. Sur les premières versions, il s'agit d'une bipale, alors que pour le D510, c'est une hélice à 3 pales, et en plus, c'est une hélice à pas variable. Pendant que nous sommes sur la motorisation, c'est peut-être le moment de parler du train d'atterrissage. Pourquoi la France a préféré utiliser un train d'atterrissage fixe plutôt que du rétractable ? Eh bien pour deux raisons simples. La première, un gain de poids, car le train fixe est vachement moins lourd qu'un train rétractable. Mais aussi pour une facilité de production et aussi de coût. Mais pourquoi utiliser un train fixe n'est pas terrible ? Eh bien, un train fixe, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça fait une protubérance sur l'avion. Et donc, ça provoque plus de traînées sur l'appareil. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Alors la taille c'est fait, la motorisation c'est fait. De quoi on pourrait parler maintenant ? Ah, je sais. On va parler des moyens à disposition du D500 pour abattre les chasseurs ennemis. La première version avait 4 mitrailleuses, 2 dans le nez et 2 dans les ailes. Il s'agissait dans un premier temps des mitrailleuses d'armes de 7,7 mm qui avaient une cadence de tir d'environ 1000 coups par minute et une portée pratique de 500 mètres. Mais suite à de nombreux problèmes d'alimentation, il fut décidé de changer
et de passer sur des mitrailleuses que nous avons déjà rencontrées, la mitrailleuse Rebelle Mach 34, qui avait une cadence de tir de 1200 coups par minute et une portée pratique d'environ 500 mètres aussi. Alors, des mitrailleuses, c'est bien, mais cela ne suffisait pas. Il fut donc décidé d'augmenter la puissance de feu sur le D501. Et c'est là que rentre en jeu notre nouveau moteur, le Hispano-Suiza 12 XCRS, et son espacement plus important. Grâce à cet espacement plus important, on pouvait caler un canon de 20 mm HS-9 qui augmentait considérablement son pouvoir de destruction. Ce canon avait une cadence de tir d'environ 350 coups par minute. En plus de ce canon, il avait toujours 2 mitrailleuses Rebelle Mach 34 dans les ailes. Et pour la version D510, il n'y a pas de modification au niveau de l'armement. Bon, comme à notre habitude, là on va pas parler d'équipage car il est tout seul dans l'avion, mais on va parler de protection. Il avait à disposition, heureusement, de l'équipement pour respirer à haute altitude, sinon ça aurait été vraiment très compliqué pour lui. Il disposait aussi d'un poste de radio, et pour éviter qu'à la première rafale le pilote ne décède, il avait aussi autour de lui des plaques de blindage. Alors faut relativiser, c'était seulement 3 mm de blindage, mais c'est mieux que rien. Par contre, le souci est comme il n'y a pas de cockpit, eh bien il n'y a pas de protection à ce niveau-là non plus. Et même la verrière devant lui n'était pas blindée. Bon, change un petit peu l'ordre, là je vais vous parler des variants, et en réalité j'en ai déjà énormément parlé, parce que l'avion de base c'est le D500, je vous ai parlé du D501 et du D510. Mais il y a quand même 2 variants, je vous en parle vite fait, ils sont pas extraordinaires. Je vais commencer par le D511, alors c'est bizarre mais vous allez comprendre. Alors, il avait des ailes plus petites, et un moteur 12Y CRS. Le prototype fut construit, mais il n'a jamais décollé. Un prototype pas forcément très utile. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle d'abord du D511, parce que l'autre variante, c'est le D503, qui est au final juste une conversion du D511 en D503. Quelle est la différence entre le D503 et nos petits copains? Eh ben c'est simple, en fait c'est juste la place de son radiateur. Le radiateur du D503 est un radiateur circulaire dans le nez. Lui, contrairement au D511, eh ben il a volé, sauf que les caractéristiques étaient moins bonnes que le D500. Donc en fait il n'y avait aucun intérêt de le garder, et il fut mis à la poubelle. Fin de parcours pour le D503. Maintenant, on va parler de son utilisation. Et pour cela, on va pas réellement parler de la Seconde Guerre mondiale, mais on va parler d'avant celle-ci. Et notre histoire va commencer en Suisse. Ouais, je sais, c'est bizarre pour un avion français, mais vous allez voir. En 1936, a eu lieu un meeting à Zurich. Pour faire simple, il s'agit d'une compétition avionique où les différents pays s'affrontent sur plusieurs épreuves. La délégation française, elle arrive confiante, avec ses meilleurs avions, DD500, DD501, DD510, les meilleurs pilotes français. Donc franchement, on arrive avec une confiance montée à bloc. Sauf que ça va être la douche froide. Lors du circuit des Alpes, donc concrètement, c'est une course, il y a des avions italiens, allemands, anglais, et j'en passe. Eh bien, le meilleur français a atteint la 5e place, qui est très très mauvais. Surtout que devant nous, il y avait des Allemands et des Italiens, qui étaient nos ennemis les plus probables. Et ça s'avéra exact en plus. La déculottée était tellement importante que certains généraux parleront une hallucination collective. Après, en réalité, cette défaite est nécessaire pour l'état-major français, car cela permet de se rendre compte des faiblesses de nos avions et du retard technologique. Et c'est comme ça que l'état-major lança des projets pour remplacer le D500. Et c'est comme ça que vit le jour le MS-406 et surtout le magnifique D520. Il fut aussi utilisé durant les différentes guerres civiles du XXe siècle. On en retrouva en Espagne, pas en grand nombre, seulement 2. Mais pour cette utilisation, la France n'était pas au courant. Et n'a pas trop apprécié la blague et a demandé la restitution de ses avions. D'ailleurs, son utilisation en Espagne ne fut pas forcément ultra concluante, car il n'y a pas eu de victoire homologuée par les D510 espagnols. Il fut aussi utilisé durant la guerre sino-japonaise, où 24 D510 furent envoyés en Chine pour les soutenir. Encore une fois, pas une grande réussite, car plusieurs D510 furent détruits, mais aucune victoire de leur côté. Maintenant, on va retourner en France, et il fut mis en unité de combat. Mais dès l'arrivée du MS-406, il est rapidement relégué à des zones de combat moins intenses, comme dans les colonies, ou en seconde ligne, voire comme de simples avions d'entraînement. Lors de la déclaration de guerre en 1939, par manque de MS-406, il reste encore bon nombre de D500 et D510 en action, environ 165. Alors certes, ils ne sont plus en première ligne, ils sont principalement soit en seconde, soit dans les colonies, et en fait ils ne verront pas ou très peu les combats. Et heureusement pour les pilotes, mais connaîtront beaucoup d'accidents, car lors de l'armistice et les décomptes des équipements qui furent imposés par l'Allemagne,
il ne restait qu'une soixantaine d'appareils encore en état de vol. Mais d'ailleurs, que deviennent nos petits appareils après la capitulation de la France? Eh bien, pas grand-chose. Car du côté allemand, ils sont directement mis à la poubelle, et du côté de la France de Vichy, n'ayant rien de mieux à disposition, on continua de les utiliser, jusqu'à leur remplacement par des avions un peu plus modernes, comme des Curtiss H-75, déjà en possession au sein de l'armée de l'air. Vous vous doutez bien qu'après la guerre, il n'en restait pas un seul, et hélas, vous ne pourrez pas en retrouver dans des musées. Alors, concernant les utilisateurs, il faut les séparer en deux, car il y a ceux qui ont réellement utilisé l'avion, et ceux qui en ont acheté pour voir si ça valait le coup ou non. En utilisateur, on a la France, évidemment, le Venezuela, la République de Chine, ainsi que la Lituanie. D'ailleurs, c'est eux qui ont fourni les D500 à l'Espagne. Et pour les pays qui l'ont juste essayé pour voir si ça valait le coup ou non, on a le Japon, l'Angleterre et enfin l'URSS. Et voilà. J'espère que cette vidéo sur le premier chasseur moderne français vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner car vous êtes encore 80% à ne pas l'être. Et laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit j'aime si vous avez apprécié. Et pour la dernière vidéo de l'année, on va faire un saut après la Seconde Guerre mondiale pour un char français de transition. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!